Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast de Biblio. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un livre qui s'appelle Exponential et de la thématique de l'écart exponentiel. Bon épisode. Salut Colm. Salut Robin, comment vas-tu? Ça va très bien, je me réjouis de ce nouvel épisode qu'on va faire aujourd'hui. Toujours un plaisir, hein? J'espère. Hein. Si c'est plus un plaisir, il faut qu'on arrête. Ah, c'est ça. Non, je me réjouis vraiment aujourd'hui. Donc, comme tu l'as dit dans l'intro, on va parler d'un livre. On va pas seulement parler d'un livre, mais pour l'introduction, on va parler un peu de livre. Et puis après, on va plonger un peu le sujet. Donc, ouais, on a introduit une thématique par le biais d'un livre qui a été publié il n'y a pas si longtemps. Mais c'est vraiment introduire une thématique qui est sociétale et que je pense que tout le monde doit aborder un petit peu, commencer à essayer de la connaître pour vraiment être dessus et comprendre les enjeux de cette thématique. Ouais, puis comme tu as dit, le livre, il n'est pas sorti longtemps, je crois que c'est en septembre, août, là-dedans à peu près. Donc c'est un livre de Azem Azhar, en fait. Azem Azhar. Azem Azhar. Dans la scène, un peu dans le tech et tout ça, il est assez connu, quoi. Donc il a déjà fait des talks sur YouTube, des podcasts, plein de choses, quoi. Même, je crois, il a déjà fait des autres livres. Et puis là, le nouvel livre qu'il a sorti, ça s'appelle le Exponential. Donc c'est un livre qui montre en fait un peu on va parler un peu plus détail du sujet, mais en gros, il explique qu'il y a un gap entre les grandes sociétés tech et puis la société de nous, en fait. Parce qu'ils ont un avancement très rapide, très exponentiel, c'est depuis là qu'il y a le nom qui vient. Et puis, son théorie dit qu'en fait, il y a un gap qui se crée parce que nous, ou même on va parler un peu des entreprises ou des institutions qui ont un peu un rythme plus longtemps pour s'adapter, ça crée un gap, quoi. Donc c'est un peu de ça la grande thématique. Après on va parler un peu plus en détail qu'est-ce qu'il y a comme risque, après aussi un peu sur nos avis, qu'est-ce qu'on trouve en fait de ce livre, quoi. Ce que je rajouterais peut-être sur Azem Azhar, c'est surtout que c'est aussi un investisseur en technologie. Donc il a investi dans plusieurs entreprises déjà, et c'est justement ce domaine qui le plaît à fond. Il est anglais, il me semble, hein, c'est ça? Il est anglais. Ça, je sais pas sûr, là. J'ai pas il me semble qu'il vient de Grande-Bretagne. En tout cas, il me semble que c'est où il fait son business en général et où ça avance. Lui, il a aussi une plateforme digitale avec des données. Ouais. On peut aussi dans Bretagne, quoi. Ouais, il me semble que ça s'appelle justement... aussi quelque chose d'exponentiel. Ouais, Exponential View, voilà, c'est ça. Ouais. Il a une newsletter mensuelle et un abonnement à $120 par année, si vous voulez avoir toutes les news autour de l'Exponential. Ouais. Donc lui, il est vraiment un expert dans ce domaine, on peut presque dire. Donc il se connaît très bien, quoi. Ouais, il a été invité dans plein de podcasts, Harvard Business Review, etc. Ouais. C'est d'ailleurs... Presque comme nous, quoi, en fait. Ouais. Ouais. Pas encore. Hein. On n'est pas encore invité par Harvard Podcast, mais... On va bientôt sortir le premier livre biblio, quoi. Bientôt, comme on dit. Elle me chauffe pas sur un livre. Bon, je te propose qu'on commence avec l'écart exponentiel. Donc, nous, on va le dire comme un écart exponentiel. Dans le livre, ça s'appelle le exponential gap. Donc, c'est vraiment ce fossé qui se crée entre deux parties. Donc, si on reprend les bases, qu'est-ce que c'est qu'une courbe exponentielle? Donc, c'est une courbe qui commence très lentement, qui ensuite a une évolution très rapide. Et tout simplement, qu'on compare à cette courbe exponentielle qui est utile pour tout ce qui est nouvelles technologies et les géants de la technologie comme Amazon, etc. Nous, notre société, nos politiques, nos entreprises, elles ont un rythme qui est beaucoup plus long. En fait, on s'adapte moins vite que ces nouvelles startups, nouvelles technologies, parce qu'on est dans j'ai presque envie de dire une nouvelle ère, parce qu'il appelle ça l'ère exponentielle, où les technologies, en fait, elles avancent d'elles-mêmes très vite, on découvre de nouvelles choses tous les jours. Il y a plein de thématiques qui avancent en même temps, la crypto-monnaie, le health tech. Il y a tellement de domaines qui sont en train d'évoluer grâce aux technologies, et c'est vraiment exponentiel, alors que la société, elle, avance à un rythme qui est beaucoup plus lent et qui est moins rapide du coup. Ce que je pourrais rajouter un petit peu par rapport à ça, c'est que ces géants de la technologie,
Donc que ce soit Amazon, Google, à peu près toutes les grandes entreprises de ce monde, Facebook, elles deviennent des investisseurs et des acteurs importants dans plein d'autres domaines. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant. Bon, c'est très par derrière qu'il se passe toutes ces choses. Quoi. Ouais, exactement. Bah, tu prends par exemple, rien que le domaine de la health tech, on avait parlé la dernière fois de Medical Futurist. Il a fait des superbes articles là-dessus, sur tous les géants qui rentraient dans le business du health tech. Il avait cité Google, Amazon, Facebook, Nvidia, société qui fait des ordinateurs, tu vois, vraiment des domaines très différents. Et il explique en fait qu'il rentrait dans ce domaine parce que c'est où il y a le plus de possibilités, d'opportunités au niveau d'argent à se faire et au niveau des data. Donc, par exemple, Apple, on le connaît assez, c'est peut-être le plus visible. Il y a l'Apple Watch. Et donc tout le service autour de l'Apple Watch et des montres connectées, par exemple. Mais Google peut aussi se présenter comme des fournisseurs de services en health tech. Amazon, eux, le font via leur service de logistique pour les pharma. Donc, c'est vraiment une position qu'ils ont pris. Donc, ça, c'est des positionnements qui se font. Maintenant, il y a aussi l'éducation qui est ciblée par ces grandes entreprises ou même la mobilité. Donc, on voit que c'est des éléments de vie qu'on ne peut pas louper et qui est essentiel à chaque personne. Et donc, dans le livre de Azem Azhar, il explique en fait que avant, on voyait, par exemple, dans les pays qui étaient un peu plus développés, les banques comme la seule solution. Donc, enfin, une des seules solutions pour fournir de l'argent, verser des salaires, etc. Donc, c'était un besoin sociétal. Donc, on a besoin de ça pour vivre. Et maintenant, on peut considérer ces géants de la technologie comme Google, Apple, Facebook, etc. comme des besoins sociétaux aussi. Donc, on a besoin de Google pour s'enseigner, pour trouver des informations. Et ils ont le même impact économique et sociétal qu'une banque, par exemple. Ah, c'est déjà assez puissant, quoi. Ouais, c'est important quand même. Ouais. Non, c'est incroyable, quoi. Donc voilà, rapidement, pour expliquer comment se crée ce gap. En fait, on a vraiment ces sociétés qui vont vite, qui avancent rapidement de manière exponentielle, et la société normale qui va plus tranquillement, qui prend son temps, quoi. Bah, c'est ça, quoi. Mais bien évidemment, il y a des risques pour ça, quoi. Il y a évidemment plein de risques qui en découlent. Est-ce que tu veux commencer ou je commence sur les risques ? Moi, je peux commencer. Va. Donc, une risque que je peux mettre en avant, c'est les cyberguerres. Donc, je pense que c'est aussi une thématique qui est pas encore très populaire, mais qui se fait beaucoup déjà aujourd'hui. Dans l'esprit, il y a justement le cas des États-Unis avec des Russes qui ont eu des problèmes au niveau des votations du président. En gros, on peut dire que c'était une sorte d'influence. On a vu, c'était Cambridge Analytica qui ont eu ces données. C'est pas forcément, en première vue, c'est pas forcément une guerre de cyber, mais c'est aujourd'hui, ça pourrait être très ponctuel, en short terme aussi. Tu as plein de possibilités aujourd'hui qui existent, qu'on ne sache probablement pas encore qu'est-ce qui se fait par derrière. Mais on va, par exemple, chaque année, les budgets des pays qui mis dans cyber security. Donc, on voit qu'il y a qu'il y a un vrai marché sur ça aussi, donc un vrai risque que ça peut être encore plus loin que ça qu'on a déjà vu depuis aujourd'hui, quoi. Oui, effectivement, tout ce qui est fake news, etc. Il y a un point que je voulais dire qui me faisait rire dans les cyberguerres. On en avait fait une thématique d'un podcast, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait parlé des deepfakes. Ouais, je me rappelle. Ouais, et il y a un point trop marrant qui m'a fait penser à toi. J'ai vu un extrait sur Twitter de Contelou. Je pense que tu ne connais pas. Contelou. En fait, c'est la télé française, donc TF1 qui publie un truc. Voilà, je ne regarde pas non plus, mais je suis tombé là-dessus sur Twitter. Okay. Il n'y a personne qui dit que Contelou, c'est un très bon imitateur, donc c'est un gars qui fait des imitations. Et sur la chaîne numéro 1 française, il publie en fait des deepfakes de politiciens français. Arrête. Donc la tête de Macron qui parlait dans nanana, fait par un imitateur. Mais au moment où j'ai vu ça, j'ai dit, mais à quel point c'est évident que tout le monde peut le faire, tu vois. Et en plus, s'ils le font de manière télévisuelle, ça peut être un vrai risque pour l'avenir. Définitivement. Donc voilà, j'ai pensé à toi une fois encore. Oh là là. Incroyable, quoi. Un autre risque. Je dirais qu'il y a aussi un risque au niveau du manque de transparence et d'observabilité des entreprises.
Si on prend une banque ou autre, on a quand même des organes de contrôle, la société qui peut avoir un impact dessus. Actuellement, si on prend Facebook, Google, etc., certes, ils ont eu des déboires judiciaires au niveau des données, mais on ne peut pas dire qu'il y a vraiment des gens qui contrôlent derrière leur façon de faire et qui mettent des lois. En fait, on l'a déjà dit et répété dans plusieurs podcasts, la technologie va plus vite que la loi. Donc, comment est-ce qu'on arrive à créer de la transparence entre l'utilisateur et la société qui fournit des services technologiques et comment on observe comment fonctionnent ces entreprises? Est-ce qu'on a le pouvoir de voir que des fake news sont propagées sur Facebook? Oui, non, et comment on va le faire à l'avenir? Donc ça, c'est un des risques si on a encore un écart et que ces sociétés deviennent encore plus grandes. Ok. Il y a un autre risque, c'est la manque de dynamisme compétitif. Donc aujourd'hui, moi je dis que la compétition c'est quelque chose du bien parce que ça te permet d'innover. Donc aujourd'hui ou demain, le problème ça peut être que par exemple les grandes sociétés comme Google, Facebook, Amazon ou même des autres, on mentionne toujours les mêmes, je ne sais pas pourquoi, c'est un peu les plus connus, ils ont beaucoup de fonds à investir quoi. Et puis, dans le marché, ça peut être le risque que si moi, aujourd'hui, je crée un startup qui a vraiment un grand potentiel ou une idée tellement ouf, quoi, que demain, il y a Google qui me rachète. Et puis ça, pour deux raisons. Une raison, c'est eux, ils rachètent pour développer eux-mêmes et puis te faire un monstre truc là-dessus. Ou la deux, c'est pour racheter juste pour après mettre à côté, quoi. Donc, de ne pas poursuivre cette idée. Oui, juste de ne pas avoir ce risque pour eux qu'il y a un autre player qui peut rentrer dans le jeu. Et puis, ce risque, il ouvre en fait une nouvelle... Enfin, c'est plutôt une nouvelle conséquence qui arrive derrière ça. Dans le livre, il explique bien qu'en fait, une de ses peurs, c'est que ces sociétés, ces grandes technologies deviennent des fabricants de la société. Donc, c'est eux qui vont modéliser la société de demain. Et le fait d'avoir cet avantage compétitif, cette possibilité de racheter des startups, finalement, ils peuvent se dire, je vais plutôt racheter cette startup et me dire, c'est bon, même si ça va être plus de bien pour l'humain, parce que moi, je fais plus de profit autre part. Donc, se dire que je deviens le fabricant de société et en tant que société privée qui, en fait, crée toute son économie autour du profit, se disent, je favorise le profit plutôt que le bien-être de la société. Ça, c'est un risque important, quoi. Ouais. Ça fait peur, mais ce qui est important dans tout ce podcast qu'on veut dire, c'est que ce gap, cet écart, il est exponentiel, il n'est pas inévitable. Donc on sait qu'elles accélèrent vite, mais il y a des moyens de changer les choses, d'avancer avec elles et d'utiliser cette technologie pour le service de l'humain et aussi pour répondre à des challenges de demain, en parlant par exemple de la transition énergétique, qui est, on va dire, le challenge qui arrive le plus proche actuellement. Mais il y a beaucoup d'opportunités pour le faire. Et sur ce, quels sont finalement les points d'attention qu'on devrait donner à nos auditeurs, Robin? Ouais, je pense qu'un grand point, c'est l'éducation, quoi. Donc, alors, on a deux axes, en fait. Une fois, c'est l'axe éducation des enfants, des jeunes, sur ces choses. Et puis, je pense aujourd'hui, c'est aussi un grand challenge de former ou éduquer des politiciens ou des gens qui sont vraiment des positions qui peuvent diriger un certain pays ou prendre des décisions, en fait. Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, moi je sais tout aujourd'hui dans l'âge que j'ai, et puis je fais ça comme je le fais toujours, et puis on éduque les enfants, une nouvelle génération qui va venir dans une autre manière. Mais il faut aussi avoir cet esprit de dire, ok, maintenant je suis peut-être 50 ans, ou 30 ou 20 ou je sais pas quoi, mais de rester aussi constamment dans l'esprit d'apprendre et puis de s'informer sur ces choses, quoi. Ça me fait penser, quand on a fait les recherches sur le livre en partie, il y avait un commentaire qui disait tout le monde peut retirer quelque chose de cette lecture, mais je pense que cette lecture devrait être obligatoire pour tous nos partenaires et le monde politique, parce qu'en fait ça va vraiment permettre de créer un monde et d'imaginer notre futur technologique finalement. Ensuite, il y a d'autres points, d'autres axes pour éviter ce gap exponentiel. Il y aurait favoriser de nouvelles façons de faire des affaires. Donc dans ce sens, on va changer un petit peu
nos processus, nos méthodologies pour créer de la valeur pour la société. Donc ça serait un design où on dirait plutôt axé sur l'humain, donc le Human-Centric Innovation, où on combinerait des compétences de différents acteurs, donc tout ce qui est design, tout ce qui est industriel, tout ce qui est social, on les prendrait tous en compte. Et en plus de ça, on devrait inclure le citoyen dans le processus. Donc par exemple, je suis en train de créer une nouvelle technologie. Pour imaginer cette technologie et le service que je peux produire à la société, je devrais inclure par exemple une centaine, 200, 300 personnes dans ma création de produit pour avoir peut-être quelque chose de précis et designé pour la société. Ouais. On a un autre point. C'est assez intéressant que j'ai vu la première fois dans le résumé de ce livre. C'est la déglobalisation. Ouais. Donc, good job. On parle toujours de ces dernières années, c'est toujours la globalisation. Donc, on a tout qui est connecté, tous les marchés c'est connecté. Tu peux faire, un pays peut s'échanger avec un autre pays, des produits, des machins trucs. Donc, c'est tout connecté, tout est vite et tout ça. Et puis, à un moment, justement, dans le livre, il explique que il y a de nouveau un gap qui se peut créer en fait entre les pays qui sont plus riches et puis les pays qui sont plus pauvres. Parce que les pays qui sont plus riches, ils ont les moyens de peut-être faire le changement ou justement adapter les technologies ou avoir une utilisation concrète, quoi. Et puis, aujourd'hui, souvent, c'est comme ça que les pays riches, ils sont dépendants aussi des pays pauvres parce que, par exemple, on échange des ressources ou d'autres choses, quoi. Donc, ça peut arriver que tout à coup, des grandes sociétés qui font des grandes innovations dans certains domaines, qu'on vient plus en plus moins dépendant des autres pays. Et puis ça, de nouveau, peut créer des tensions, ça peut créer même des guerres tout à coup, parce qu'un pays qui fait 80% du chiffre d'affaires du pays par un produit qui, après, tout à coup, par une innovation qui sert à rien, le pays, il est sur pression, quoi. Et puis il n'a rien à perdre. Et puis ça, tout à coup, ça peut créer des tensions, quoi que ce soit. Ouais, donc j'ai trouvé l'aspect intéressant qu'il commence à dire que ça pourrait rentrer depuis la globalisation dans la déglobalisation. Ouais, non, clairement. Et en plus de cette nouvelle façon de faire des affaires, donc ce Human-Centric Innovation, cette déglobalisation, ce qui est proposé aussi, que je trouve intéressant, c'est de changer peut-être les critères décisionnels des entreprises. Donc, potentiellement se dire qu'on ne va plus forcément dire que le critère de décision pour lancer un projet, c'est l'argent, le profit, mais peut-être dire que j'ai besoin de critères de décarbonation ou autre. Donc ça, c'est pour les nouvelles formes d'affaires, mais il y a aussi des nouvelles formes au niveau de la politique. J'ai pris un exemple qui est la FINMA, qui est très connue pour être la banque des banques en Suisse. Mais en fait, ce qu'ils proposent dans différents podcasts ou dans le livre, c'est vraiment de créer des consortiums, des organisations faîtières où des experts de certains domaines se rencontrent pour prendre des décisions dans un domaine avec des politiques. Donc sa proposition, elle est très simple. C'est réunir par exemple pour l'intelligence artificielle, on réunit des politiciens, des acteurs économiques, start-up, etc., qui sont experts finalement dans le domaine, et des éthiciens, et on crée des chartes pour ces domaines, et c'est pareil pour tout ce qui est crypto-monnaie, etc. Donc c'est aussi des nouvelles façons d'aborder finalement la société, nos processus. Ouais, clairement. Donc on vient gentiment à la fin, quand même, comme toujours. On a beaucoup parlé de la technologie en grand. Donc, est-ce que toi, qu'est-ce qui te fait le plus peur en fait si tu penses un peu de l'avenir en fait sur les technologies? Fais attention, je te repose la question après du coup. Non, moi, ce qui me fait le plus peur, j'irais, en tout cas au niveau de cet écart exponentiel, et quand j'ai regardé plusieurs vidéos de lui, écouté pas mal de podcasts, je pense vraiment que l'aspect fabricant de la société me fait peur. Ce côté, j'ai tellement d'indépendance dans mon marché, j'ai tellement de compétences, j'ai tellement de moyens pour finalement fabriquer notre société de demain, et je peux choisir si c'est pour le profit ou si c'est pour la société. En général, derrière, il y a des investisseurs, derrière, il y a des salaires à payer.
on va souvent choisir le profit en tant qu'humain. Et ça, je pense que c'est ce qui me fait le plus peur. C'est s'il y a vraiment cet écart qui se crée, que les entreprises deviennent des fabricants de la société finalement. Et donc qu'il y ait moins de contrôle par la politique et par la société. Ouais. Et du coup, toi, Robin, dis-moi, c'est quoi ce qui te fait peur? Alors, c'est une bonne question. Moi, ce que je trouvais intéressant, l'autre fois, j'ai lu un magasin. Et puis, un magazine. Un magazine, ouais. Pas un magasin, un magazine, quoi, exactement. Et puis là, il y a un article qui était là, et puis le titre de l'article, c'était « Supprimez vos photos sur la cloud ». Puis moi, j'ai dit « Mais pourquoi, en fait ?» Et puis là, j'ai commencé à lire, et puis c'était franchement intéressant, parce qu'ils ont expliqué qu'aujourd'hui, il y a un fort impact du CO2 pour les stockages des données, en fait. Donc, on sait aujourd'hui, on stocke beaucoup des données, aussi des grandes entreprises et tout ça, mais par rapport derrière, en fait, on ne se rend compte pas forcément qu'est-ce que ça signifie pour la nature, l'environnement, justement, de stocker toutes ces données, quoi. Je pense que la première fois que ça a devenu un peu plus populaire, c'était au niveau du Bitcoin. Quand le Bitcoin a pris de valeur, il y a tout le monde qui a parlé, ouais, mais les mineurs et tout ça, ça prend hyper beaucoup d'énergie, qui est en fait aussi juste, justement pour produire le Bitcoin. Et puis justement, si on prend des milliers de données qu'on stocke chaque jour, en fait, il y a aussi un impact sur la CO2 mondiale, quoi. Après, clairement, il y a peut-être de nouveau différentes pistes comment on peut améliorer ou pas, quoi. Mais en gros, c'est un vrai peur de moi, quoi. Bah, tu vois, c'est quand même incroyable. On éduque la population parce que je crois que c'est déjà la 3e ou 4e fois qu'on aborde ce sujet. Pour l'IoT, on avait parlé tu te rappelles, la courbe aussi exponentielle du nombre de données qui vont arriver d'ici 2030. On avait cette image qui était impressionnante où vraiment on faisait du x3 chaque année. Et d'ici 2025, c'était du x300% ou un truc vraiment, c'était fou en termes de nombre de données créées. Et on avait aussi fait ça pour les crypto-monnaies, etc. Donc on est vraiment des éducateurs de données. Voilà. Et il faut quand même finir sur une touche positive, ce podcast, parce que si on parle de peur, etc., qu'est-ce qui te rend le plus optimiste par rapport à notre futur technologique, Robin? Oui, alors, moi je pense là, on a une grande carte à jouer dans le healthcare. Donc, chaque année, il y a plein de projets qui sortent, qui sont franchement intéressants, qui sont vraiment un plus-value de la société, quoi. Ça peut être tout, quoi. Mais franchement, là, c'est là que je pense qu'on va encore plus loin qu'aujourd'hui qu'on est. Ouais, je te rejoins beaucoup sur le health tech. C'est un domaine que je trouve où il y a beaucoup d'entreprises qui font pour la société. Où là, on voit concrètement les différences qui seront faites grâce à cette technologie. Et puis moi, de mon côté, je dirais que c'est le domaine de les solutions qu'on va faire pour lutter contre la crise écologique. Je pense qu'il y a beaucoup de technologies qui peuvent aider à ça. Que ce soit des technologies plutôt sociales avec des applications qui éduquent les personnes ou des technologies directement dont comment rénover une maison au mieux, etc. Donc ça, je pense vraiment qu'on a un impact qui sera pas mal. Yes. Nice. Okay. Alors, du coup, on est au bout bientôt. On est au bout, ouais. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, que j'ai fait des recherches un peu sur ce sujet. J'étais sur une page qui a un petit résumé du livre, et puis à la fin, c'est pas si c'est l'auteur ou celui qui a fait le résumé, il a dit que j'ai trouvé intéressant cette phrase, je vais dire en anglais, c'est « To survive and thrive, we need to understand the new rules, consider how we fit within them and adapt fast ». Donc, en gros, moi j'ai dit, après j'ai réfléchi un peu sur cette phrase, je me dis, mais en fait, son résumé, c'est on n'a que la choix en fait de s'adapter puis de rentrer dans ce jeu où des grandes entreprises font peut-être justement comme tu as dit le factoring de la société, quoi. Donc ça c'est un peu une question que moi je me pose. Je pense il y a tout le monde qui va te poser un peu qu'est-ce que vous pensez justement de cette phrase, ou qu'est-ce que vous pensez il y a une autre solution, il y a un autre chemin qu'à prendre, ou peut-être c'est justement ça, c'est go with the flow presque on peut dire, et puis de s'adapter tout le temps, quoi. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de partis qui peuvent se chamailler sur le sujet. Par exemple, je sais qu'en France, dans les partis politiques, au niveau de la lutte contre la crise écologique, il y a souvent des gens qui disent
go on for the technology, on va créer des nouvelles choses, ça va être très bien, etc. Et des gens qui disent il faut calmer ce capitalisme et changer un peu nos façons de faire, revenir en arrière. Je pense que c'est un sujet qui est assez intéressant et un débat qui peut vraiment se faire. Et effectivement, moi, je pense plutôt qu'on doit s'adapter à ces sociétés qui vont vraiment vite, s'adapter aussi d'un point de vue politique, créer des lois, des réglementations autour, qu'on puisse être plus transparent et comprendre mieux ce qui se passe autour de nous. Voilà. Très joli, quand même. Parfait. Super. Alors, oui, à la fin de l'épisode, en espérant que vous avez apprécié. Puis, bien sûr, vous trouvez-nous sur les sociaux réseaux comme Instagram, Facebook, LinkedIn. Et puis, à la prochaine fois, quoi. Parfait. Super. Ciao, ciao. Ciao, ciao.